Vous êtes né dans une famille riche, dans une famille assez connue, dans une famille chrétienne aussi. C'était Oui, mais la grande bourgeoisie. Oui, la grande bourgeoisie, mais on avait une particularité. C'est que j'avais un père qui a fait sa vie en Extrême-Orient, qui a parcouru le monde arabe. Il est parti du Liban vers l'Irak, vers l'Iran, et puis il a poussé vers l'Extrême-Orient. Et c'était un admirateur de Gandhi. Et donc, c'est un autodidacte. Et la chose que j'ai gardée de lui, c'est l'idée de la paix et de la tolérance. Il parlait, je ne sais pas combien de langues, il a vécu longtemps en Chine, il parlait plusieurs langues. Et donc, j'ai grandi dans l'insouciance totale, mais avec des images, avec l'image d'un aventurier. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis propulsée dans le monde, je crois, et que je suis restée, je me suis fait rejeter par ma communauté qui, pendant la guerre, n'était pas du tout tolérante, et que moi, je le suis restée et que j'ai défendu des idées. Je crois que je tiens ça de là. Et puis, peut-être, d'un rejet d'une société qui m'a étouffée, je crois. Voilà. Mais vous parliez de tolérance, hein. Vous étiez chrétienne, vous apparteniez à la communauté chrétienne. Comment est-ce que ça se passait? Petite fille chrétienne, riche, quels étaient vos rapports avec les autres communautés, en particulier avec les musulmans? Ben, quand j'avais 12-13 ans, et puis quand j'ai commencé à sortir à 14-15 ans, enfin, je vais parler de choses personnelles, pas faire de théorie. Bon, je sais que les premières parties, les premières booms, comme on dit aujourd'hui, quand je rentrais, le lendemain, il y avait toujours quelqu'un qui m'avait dénoncé pour dire « Ah, mais t'es resté plus longtemps avec ce garçon qui est musulman. » Et donc, on me disait « Mais celui-là ne le fréquente pas trop. Il n'est pas question que tu aies des relations avec lui. » Donc, déjà, môme, et pourtant on était une famille tolérante, c'était ma mère, on faisait la distinction. Ça, c'est pas pour toi. On reste entre communautés. Ça me choquait terriblement. Plus tard, à la fac, j'ai eu des copains de toutes les communautés, musulmans, juifs, chrétiens, mais je sentais le racisme. On disait, celui-là il est kurde, celui-là il est chiite, celui-là il est métouali. C'était les strates sociales. Dans les bidonvilles, c'est les métoualis. C'est vraiment la... Ou bien on te disait, par exemple, tu t'habilles comme une chiite, hein, tu es comme une métouali, tu vois, c'est trop coloré, trop... Alors que c'était beau, chaque communauté, une ethnie avait son identité. Et ça, je ne l'ai jamais accepté. Donc il y avait déjà une forme de racisme, en fait, dans un Liban, précisément, dont on vantait le côté tolérant, le côté ouvert. Et pourtant, il faut reconnaître, il y avait ces 18 communautés qui étaient là, qui vivaient en une sorte d'intelligence. Mais en réalité, c'était une apparence, parce qu'il y avait les intérêts communs, parce qu'on est une plaque tournante, parce qu'on a le désert derrière nous, parce qu'on a la mer devant, parce qu'il y a tous les pays qui passent, mais parce que c'est un pays d'argent, point à la ligne. Et l'argent fait qu'on oublie tout. D'ailleurs, ça recommence aujourd'hui. Ils ont oublié qu'ils ont passé 20 ans de guerre, et c'est l'argent qui domine, mais tous les ingrédients qui ont fait la guerre sont en train d'être plantés un après l'autre, sont déjà plantés un après l'autre. Est-ce que vous parliez l'arabe? Bien sûr que je parlais l'arabe, je l'ai appris à l'école de la même manière que le français, en première langue, seulement, et c'est pour ça que les chrétiens ont fini par dire « nous ne sommes pas des arabes, nous sommes des phéniciens », etc. Enfin, toutes les théories à la noix qui sont sorties. C'était, c'est pas grave, je suis occidentalisée, donc la dissertation d'arabe, je la ferai pas, j'irai skier, alors la dissertation de français, je restais là travailler. C'était un peu cette mentalité. C'est bien dommage, c'est après que j'ai réalisé. Et plus tard, toujours grâce à mon père, j'ai rattrapé l'arabe en l'apprenant dans le Coran avec un cheikh musulman. Et heureusement, parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir accès à la littérature, à la culture, puisque c'est cette langue qui fait tout. Pour eux, c'est une langue sacrée. Mais à l'époque, donc, toujours dans votre enfance, comment c'était considéré l'arabe? Quand vous parliez l'arabe, vous parliez l'arabe à la maison? Mais bien sûr enfin, entre nous, on parlait le français. Et l'arabe, on le parlait avec les domestiques. Parce qu'il y en avait une tapée, c'était comme ça la vie de Beyrouth, c'est la Dolce Vita, c'est la vie de la fin des colonies. Mais heureusement que vers la première philo, je savais déjà, je pensais faire journalisme et je voulais faire cinéma. Et on m'avait dit non, ça, c'est le métier d'artiste, tu vas être dévoyé, il n'est pas question de le faire. Et je l'ai quand même fait, j'ai quand même appris l'arabe.
Et j'ai été à contre-courant. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres familles, la langue arabe n'existait pas différemment. Mais dans une certaine bourgeoisie, c'était vécu comme ça. C'était un peu la langue des domestiques. Pas partout, il ne faut pas le dire, mais c'est pas général. Mais dans certaines familles, c'était ça. C'était inutile. Aujourd'hui, je crois qu'on a pris conscience du contraire. Et c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, il faut avoir ça comme première langue, parce que c'est celle-là qui permet, par exemple, si on est avocat dans le pays et qu'on ne parle pas l'arabe, on ne peut rien faire. Puis peut-être que certains se sont réveillés en se rendant compte que l'ouverture vers le monde arabe, on ne peut pas vivre isolé, tourné vers l'Europe. Il faut aussi regarder vers ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un réveil de la guerre. Dans Beyrouth Ouest, j'ai choisi ceux qui disaient on ne fait pas de différence. D'ailleurs, on est resté un groupe chrétien, juif, musulman, habitant la même chose, habitant au même lieu, parce qu'après, il y a un moment dans la guerre où on s'est groupé dans les maisons. On ne pouvait plus rester habité seul. On partageait tout. Et on était de plusieurs communautés dans une même maison, les trois communautés de la région, on habitait ensemble. On ne se faisait pas de différence. Et pour nous, c'était une gloire pour nous d'être comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'on croit, on croit qu'on fait la révolution, on croit qu'on va changer le monde, on croit qu'on sert à quelque chose. Et j'ai cru ça pendant assez longtemps et ça m'a permis de vivre et ça m'a permis de défendre des idées. Est-ce que ça a détruit quelque chose chez vous aussi? Mon Dieu, tout. En vous? Tout. C'est quand on revient ici, c'est quand c'est en 85, quand je me suis un peu éloignée de la ville, que j'ai vu combien j'étais vidée, cassée, combien j'avais perdu mes repères, combien, je sais pas moi, j'existais plus, quoi. Il a fallu tout reconstruire, tout dans la vie, tout. Retrouver une identité. Retrouver une identité, retrouver une raison d'être, retrouver un sens aux choses. Ici, tout est organisé, tout est cadré, il y a des codes, des règles, des lois. Je regardais ça, mais qu'est-ce que c'est que ces codes? Mais qu'est-ce que c'est que ces règles? Mais qu'est-ce qu'ils ont à être débiles comme ça, à vouloir absolument que tout soit carré, rectangle? Il a fallu que je m'adapte, que je recommence tout. Mais vous aviez besoin de ça, à cette époque. Oui. D'ailleurs, ce qui m'a aidée, j'ai été très malade. À mon avis, c'est psychosomatique. Et j'ai fait un sujet que j'ai appelé fécondation in vidéo, lié à la fécondation in vitro, parce que je me trouvais à l'hôpital, je m'ennuyais, on ne savait pas ce que j'avais. Si, j'ai fait un truc psychosomatique à l'intestin, comme beaucoup de gens. Et je m'ennuyais, j'étais copine avec les médecins, je suis montée voir ce qui se passait, ça a fait un film, on a fait de l'expérimental. Et donc j'étais contente dans les murs blancs de l'hôpital. Je faisais un film à partir de murs blancs. Et je faisais un film sur la vie impossible qu'il fallait fabriquer dans des petits tubes pour qu'elle puisse exister, puisque l'être humain ne pouvait pas la donner. Il y a un symbole, après coup j'ai réalisé qu'il y avait un symbole, parce que j'avais besoin de la vie, tout était mort. Recréer la vie artificiellement. Et mon métier c'est l'image, donc voilà. Oui, c'est un peu on est dans la nature, c'est pas vraiment artificiellement, on aide la nature. Mais à l'époque pour moi c'était artificiellement. Je regardais comme ça ces trucs, ces tubes, ces boîtes, ces choses. Je passais des heures à regarder dans ce microscope à 3 dimensions qu'on nous avait prêté la vie se faire. On passait des nuits et des nuits avec les médecins à regarder ça. Et puis tout à coup, quand j'ai projeté ça, on a filmé ça avec des appareils un peu sophistiqués qu'on nous avait prêtés, puis c'était expérimental. C'est les premières images. Les Suédois qui faisaient ça en même temps et nous. Moi, petite Libanaise dans le labo de la cité universitaire. Et ça m'a aidée. Après, je suis repartie sur autre chose.